Le zooplancton, c'est du plancton animal. Dépendamment dans quel environnement on va se situer, ce sera des organismes de taille complètement différente. On a le micro-zooplancton, et puis le méso-zooplancton, et puis même après macro-zooplancton. Cette fois-ci, par contre, on peut les voir pour la plupart à l'œil nu. Donc ce sont de petits organismes, mais quand même visibles à l'échelle de l'œil ou en utilisant des binoculaires plutôt qu'un microscope. Il y en a des plus connus que d'autres, comme le krill. C'est des petites crevettes qu'on retrouve de façon très abondante dans les eaux australes. Alors on les retrouve beaucoup là-bas parce qu'en fait ce krill il va se nourrir d'algues qui se développent sous la banquise en fait. Le krill va goûter ces petites algues, notamment des diatomées. Et on aura des zooplanctons qui seront carnivores, qui vont manger d'autres zooplanctons et qui vont nourrir donc toute la suite de poissons, qui vont nourrir les oiseaux, qui vont nourrir certaines baleines, donc comme les baleines qui ont des fanons. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, parce que tous les animaux auxquels on pense quand on pense à l'océan, quand on pense à la vie marine, dépendent du zooplancton. Dans les océans polaires, le zooplancton est doublement important parce que, alors que quand il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de phytoplancton, les animaux ne peuvent pas le manger, donc il n'y a plus vraiment de phytoplancton, mais le zooplancton est encore là. Et ce qu'il a fait, c'est que pendant la courte période d'été, où il y a eu une grosse abondance de phytoplancton, ils se sont gavés de ça et ils ont transformé cette matière en lipides. Donc la glace vient arrêter la production primaire, mais par contre, le zooplancton, lui, reste actif. Il est gorgé de lipides et ça devient une proie vitale et extrêmement importante pour toute cette longue partie de l'année qui peut durer 6 mois, pour tout le reste de la chaîne trophique. Comment on fait pour étudier le phytoplancton et le zooplancton? Alors, ça dépend de la question qu'on se pose, de la question scientifique qu'on se pose. Si la question maintenant est comment on l'échantillonne, il y a différentes techniques. Pour le phytoplancton, on peut aussi concentrer la masse d'eau, donc autant que pour le zooplancton, avec des filets, avec différentes tailles de mailles. Donc, dépendamment la catégorie de plancton qu'on recherche, dans le phyto et le zooplancton, on aura des trous, donc une maille de porosité différente. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer soit horizontalement ou verticalement, si on cherche à connaître ce qui se passe au niveau, mettons, du fond à la surface, ou juste à une profondeur particulière. Et après, le tout va se ramasser dans un godet, un contenant qu'on va récolter et conserver et analyser, soit utiliser des binoculaires, des microscopes, donc l'outil qui va nous permettre de cibler la taille qu'on recherche. Donc en Antarctique, on a déjà observé, suite au changement climatique, des conditions environnementales, des conditions défavorables au krill, qui reviennent de plus en plus fréquemment, et qui sont par contre favorables pour une autre sorte de zooplancton qui s'appelle les salpes. Alors les salpes, ça c'est quelque chose de gélatineux. Évidemment, ça n'a pas du tout le même intérêt alimentaire pour les prédateurs du krill, donc on ne peut pas remplacer le krill par des salpes. Donc là, c'est des années où ça va mal pour l'écosystème au complet. Les manchots qui sont là, donc évidemment les poissons, les mammifères marins, les phoques, c'est des années très difficiles pour tous ces animaux qui comptent sur des biomasses de krill importantes. On sait que ça arrive de plus en plus fréquemment. Jusqu'à quel point ça va continuer de se développer comme ça, c'est dur à dire. On n'est même pas certain exactement des raisons qui causent ça. Encore une fois, c'est des choses qu'on cherche à élucider.